L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Percy, qui vivait sur une île flottante, là-haut dans les airs, avec son grand-père super fort, un vrai giga Chad, où il menait une existence paisible et raffinée, sans aucune trace de contenu TikTok abrutissant. Percy s'amuse dans les collines verdoyantes, débordant d'énergie et d'émerveillement, lorsqu'il aperçoit soudain un gigantesque oiseau monstrueux volant tout près de leur île. Il se précipite aussitôt vers sa maison, là où son grand-père était en train de travailler dans les champs. Percy crie à son grand-père qu'il veut absolument du KFC de Gotham pour le dîner. Alors son grand-père, en vrai gigachette qu'il est, saisit un ustensile de jardinage et déploie une force capable de briser le dôme de fer d'Israël, abattant l'oiseau du ciel d'un tir parfait, sans même viser. Percy se met à courir après l'oiseau, faisant semblant d'être Goku avec ses cheveux hérissés, sautant en l'air pour tenter de l'attraper. Son grand-père est absolument horrifié, car ce petit écervelé ne réalise pas du tout qu'il est sur le point de tomber de l'île. Heureusement, Percy réussit à s'agripper au rebord d'un rocher et se hisse, après quoi ils retournent à l'intérieur de la maison pour commencer à préparer l'oiseau. Percy saisit la plus grande lame qu'il trouve et se met à la brandir comme un parfait idiot, mais parvient, on ne sait comment, à découper l'oiseau en morceaux absolument parfaits. Mais à leur insu, leur existence joyeuse était sur le point de basculer, car une marque de suivi venait de disparaître de la tête de l'oiseau. Le grand-père cuisine l'oiseau, et tous deux se mettent à le dévorer avec une faim dévorante. Après cela, ils décident de brûler quelques calories pour conserver leur corps parfait pour la plage. Ils commencent à s'entraîner au combat, et le grand-père initie le premier mouvement. Mais Percy est bien plus rapide et esquive aisément ses attaques avant de le repousser avec ses deux mains. C'est là que le combat prend fin, car le grand-père soulève Percy sans effort et le jette au loin comme je me débarrasse de mes responsabilités. Percy se met à pleurer comme un tout petit bébé, ce qu'il est, mais son grand-père lui dit d'arrêter de faire sa chochotte et de rentrer. Le grand-père s'éloigne pour faire la vaisselle, quand il réalise soudain que c'est l'anniversaire de Percy le lendemain. Il se précipite alors vers la maison, où il trouve Percy en train d'arroser les plantes avec son tuyau. Son grand-père lui rappelle qu'il aura 16 ans demain, ce que je ne crois absolument pas. Percy sait que cela signifie qu'il pourra boire de la bière avec son grand-père, mais ce dernier refuse, prétextant qu'ils n'ont pas encore de femme à battre après avoir bu. Il dit à Percy de le suivre et le conduit en haut d'une colline, lui demandant de regarder au-delà de la petite île sur laquelle il réside. Il lui explique que demain, il sera enfin un adulte, ce qui implique qu'il pourra quitter cet endroit et partir à l'aventure dans le vaste monde d'en bas. Percy, cependant, paraît totalement désintéressé, lui répondant qu'il s'en moque, car il apprécie de vivre ici. Son grand-père n'arrive pas à concevoir qu'un jeune garçon ne désire pas partir à l'aventure, il lui raconte alors toutes les choses fascinantes et mystérieuses qui existent dans le monde, mais la réponse de Percy demeure inchangée. Plus tard cette nuit-là, ils retournent à la maison pour cuisiner du poisson, tandis que le grand-père boit énormément de bière et finit par s'enivrer. Il raconte à Percy que lorsque son père a atteint ses 16 ans, il a aussitôt quitté la maison pour découvrir le monde extérieur. Mais Percy lui rappelle qu'il est également mort dehors, sans qu'il n'ait jamais pu se revoir. Le grand-père semble attristé par ce rappel qu'il n'a jamais pu revoir son fils et se met à boire encore davantage, tandis que Percy, lui, continue de fabriquer des flèches pour chasser de gigantesques lézards le lendemain. Plus tard cette nuit-là, ils finissent par s'endormir. Mais Percy se réveille aux premières lueurs de l'aube et se dirige discrètement hors de la maison, près du bord de la falaise qui surplombe les nuages, où il se remémore une fois de plus toutes les choses fascinantes qui existent dans le monde. La simple pensée de pouvoir être témoin de toutes ces choses le rend tellement excité qu'il se met à courir partout sur l'île, impatient de partir à l'aventure. Mais en trébuchant, il revient brutalement à la réalité et comprend qu'il ne peut pas s'en aller et laisser son grand-père seul sur cette île. L'idée d'aventure en tête, il s'endort et se réveille plus tard dans la matinée, alors que tout semble recouvert d'un épais brouillard. Soudain, il perçoit un grincement provenant du ciel et aperçoit un homme étrange, vêtu d'une armure et d'un casque rouge, ce dernier ressemblant étrangement à une chaussure sur sa tête. Il fait voguer son embarcation à travers le ciel et atteint l'île, demandant à Percy où se trouve son grand-père. Percy avait déjà entendu parler du chevalier rouge qui navigue un bateau fantôme, il est donc très excité et lui indique que son grand-père est à la maison. Le chevalier à tête de chaussure se met à marcher dans cette direction, tandis que Percy reste en arrière, tentant de voir s'il pourrait faire naviguer le bateau. Malheureusement, il n'arrive même pas à le faire bouger d'un seul pouce, quand il ressent soudain une angoisse profonde au fond de son cœur. Il descend rapidement de l'embarcation et se dirige vers sa maison, se demandant ce que ce chevalier pouvait bien vouloir à son grand-père. Pendant ce temps, son grand-père était affairé à préparer le petit déjeuner quand il sent soudainement une présence derrière lui. Il utilise son couteau pour parer, mais l'attaque magique est d'une puissance telle qu'elle le projette violemment à l'intérieur de la maison, tandis que le chevalier rouge s'avance vers lui à travers le brouillard, lui demandant comment il peut vivre avec autant d'insouciance après ce qui s'est produit il y a 16 ans. Le grand-père émerge des décombres et saisit une épée avant de bondir en l'air pour le duel, où il se met à attaquer le chevalier. Mais ce dernier parvient aisément à égaler sa force et son habileté, parant chaque assaut avec une précision redoutable. Après cela, il repousse le grand-père et utilise sa magie de fente une fois de plus, qui transperce son corps et anéantit la maison derrière lui. À cet instant précis, Percy arrive enfin sur les lieux et hurle au chevalier de laisser son grand-père en paix.
Mais le chevalier se contente de répliquer par un tir d'avertissement, fendant la colline juste en dessous de lui. Percy n'est pas effrayé pour autant. Il saute, saisit l'un des rochers et le lance sur le chevalier. Ce dernier parvient à trancher la roche en deux, mais Percy enchaîne avec un rocher encore plus grand, qui est lui aussi découpé en 4 morceaux. Avant que le chevalier ne puisse en finir avec Percy, son grand-père saisit le chevalier par derrière et hurle à Percy de s'enfuir pour sauver sa vie. Percy refuse de courir, cependant, tandis que le chevalier leur déclare que c'est inutile, car il a l'intention de les tuer tous les deux, quoi qu'il arrive. D'un simple mouvement de son doigt, le chevalier lacère le corps du grand-père en 1000 morceaux, le faisant perdre connaissance alors qu'il s'effondre au sol, tandis que Percy observe la scène, horrifié. Le chevalier lui dit de ne pas s'inquiéter car il va envoyer Percy rejoindre son grand-père également. Sur ces mots, il utilise le sort de fente sur le jeune garçon, lacérant son corps et la colline juste derrière lui. Percy commence à chuter vers le sol, mais parvient d'une manière ou d'une autre à retrouver son équilibre avant de tenter de frapper faiblement le chevalier. Cependant, le grand-père demande d'une voix faible au chevalier rouge, et le chevalier le repousse, il leur inflige simplement. Le chevalier répond qu'il y a quelques jours, une prophétie a été prononcée, annonçant une menace sur le roi de Britannia, Arthur, de la part des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Il cherche donc à éliminer quiconque est puissant et pourrait s'opposer au roi. Sur ces mots, le chevalier rouge s'éloigne, tandis que le grand-père s'excuse auprès de Percy pour sa faiblesse. À sa grande surprise, cependant, même après avoir été mortellement blessé, Percy parvient à se relever et s'approche de son grand-père, les larmes aux yeux, s'excusant de n'avoir pas été capable de le protéger. Son grand-père lui dit qu'il est l'enfant le plus fort qu'il ait jamais connu, puis lâche une véritable bombe en lui révélant que le chevalier rouge se nomme Ironside et qu'il n'est autre que le père de Percy, et donc son propre fils. Cela choque profondément Percy qui refuse d'y croire, car son père était censé être mort. Mais le grand-père lui avoue lui avoir menti à ce sujet, et qu'il y a une raison à cela, mais qu'il n'a malheureusement plus assez de temps pour tout lui raconter. Il laisse Percy avec ses dernières paroles, quitter cette île et retrouver son père. Sur ces mots, son grand-père rend son dernier souffle et s'éteint, tandis que Percy pleure, seul sur l'île désormais vide. Le lendemain matin, il se réveille, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, mais la présence de son grand-père décédé lui rappelle les horreurs de ce monde. Il l'enterre donc et lui érige un sanctuaire, avant d'ouvrir une boîte que son grand-père avait confectionnée, contenant des cadeaux pour son anniversaire. Il enfile ses nouveaux vêtements, et quelques semaines plus tard, décide d'entamer son périple le long de l'île. Il commence à descendre les rochers, dormant sur les corniches la nuit, et progressant en escalade durant la journée, jusqu'à ce qu'il puisse enfin apercevoir le sol en contrebas. Dans son excitation, cependant, sa prise se relâche, et il finit par chuter. Il est alors sauvé par un oiseau, qui le projette à son tour, et il atterrit sur un arbre qui amortit sa chute, et lui sauve ainsi la vie. La première chose qu'il découvre après sa chute est un étrange chien à l'allure rose, une créature qu'il n'avait jamais vue sur l'île. Il est aussitôt excité, et tente de lui parler. Mais bien sûr, le chien ne répond pas. Il se met alors à le suivre, pour finalement le perdre de vue lorsque l'animal, effrayé, s'enfuit. Heureusement, il réussit à sortir des bois et aperçoit, au loin, un groupe de personnes en train de répéter leur numéro. Il s'approche et découvre un homme imposant, nommé Katz, qui lance une liasse de papier en l'air, lesquels s'enflamment instantanément. Ensuite, il présente une charmante jeune femme, nommée Elva, qui utilise son cerceau pour faire disparaître et réapparaître son singe. Puis, il introduit Don, mais ce dernier semble être un véritable crétin qui refuse de s'entraîner, car personne n'est là pour assister à la performance. Percy se met aussitôt à les applaudir, déclarant n'avoir jamais rien vu de pareil auparavant. Don décide de saisir cette occasion pour se faire de l'argent facile. Il s'approche donc de Percy, exigeant un paiement pour avoir assisté au spectacle. Mais Percy ne sait même pas ce qu'est l'argent, ce qui irrite Don. Il lui réclame alors son sac, que Percy lui tend volontiers, espérant en voir davantage. Don sort ensuite son épée pour la performance, et utilise sa magie pour faire léviter Percy dans les airs. Percy n'en croit pas ses yeux, lorsqu'il remarque soudain que Don et les autres sont déjà sur la charrette à cheval, en pleine fuite. Percy ne réalise même pas qu'il vient d'être volé, mais dès l'instant où il retombe au sol, il se met à courir à toute vitesse et parvient à rattraper la charrette en un rien de temps, stupéfiant absolument tout le monde. Don, effrayé, lui jette son sac en prétendant qu'il plaisantait. Mais Percy ne se soucie pas de tout cela et demande s'ils connaissent un quelqu'un du nom d'Ironside. Il lui demande qui il est, ce qui plonge Percy dans une humeur sombre car il leur révèle qu'Ironside est son père, celui qui a tué son grand-père il y a quelques jours à peine. La troupe d'artistes réalise que ce jeune garçon traverse une épreuve difficile et lui propose de le conduire au village le plus proche. Percy se souvient que son grand-père lui avait parlé des villages, ce qui le rend vraiment très excité. Mais Don décide d'en tirer profit en incluant le garçon dans leur spectacle et lui tend un arc pour voir s'il est doué. Malheureusement, Percy semble être un piètre archer, car il parvient, on ne sait comment, à raser Don de près, alors même que ce dernier se tenait pourtant derrière lui. Après cela, ils se mettent tous en route vers le village voisin, et Katz explique à Percy qu'ils sont un groupe de personnes sans emploi qui rêvaient de devenir des chevaliers sacrés. Mais leurs rêves ont été brisés.
Alors ils font cela, maintenant, pour joindre les deux bouts. Pendant qu'ils discutaient, deux villageois dévalent la route en courant, informant Don qu'un loup est en liberté dans leur village et qu'il faut vite appeler les chevaliers sacrés. Don leur assure qu'un simple loup n'est rien et qu'ils peuvent eux s'en charger. Il éperonne alors les chevaux et fonce vers le village, espérant qu'après avoir repoussé la bête, ils obtiendront gîte et couvert pour la nuit. Tous ses espoirs et ses rêves s'effondrent brutalement lorsqu'il réalise que ce n'est pas un simple loup, mais un putain de loup monstrueux. Il fait immédiatement demi-tour, terrifié, et se met à s'enfuir à toutes jambes. Mais Percy bondit, courant vers le village pour secourir les habitants. Il attire l'attention du loup et sort son arc avant de lui décocher deux flèches. Cependant, comme il est totalement incompétent, en tir à l'arc, l'une des flèches finit par le frapper à la tête, tandis que l'autre cloue sa cape au sol. Sur ces entrefaites, le loup décide de lancer une attaque. Mais Don s'interpose, protégeant Percy, et finit par être blessé à sa place. Percy regarde Don, se demandant pourquoi il aurait fait cela, tandis que le loup décide d'en finir. Mais cette fois, Percy arrête le loup d'une seule main avant de bondir en l'air et de le gifler si violemment qu'il s'écrase au sol et meurt sur le champ. Cela stupéfie tous les habitants du village qui se demandent qui diable est ce gamin. Il est célébré par les villageois qui lui offrent une grande quantité de jus, après quoi ils se mettent à demander à chacun s'ils connaissent que c'est quelqu'un du nom d'Ironside, portant une armure rouge. Aucun d'eux ne semble savoir de qui diable il parle, quand soudain un chevalier sacré apparaît dans le ciel, flottant sur un frisbee. Il se présente comme Pell le chevalier noir et prétend qu'Ironside leur a affirmé avoir tué le grand-père et l'enfant, mais qu'il avait manifestement un faible pour son propre fils. Percy est stupéfait d'apprendre que ce chevalier connaissait à la fois son grand-père et son père. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Katz s'interpose et dit au chevalier d'être un peu plus délicat, car le grand-père du gamin est décédé il y a seulement quelques jours. Mais Pell le frappe violemment, le projetant au sol. Cela déclenche inévitablement un combat, et tout le monde commence à reculer, tandis que Percy se prépare à l'affrontement. Pell saisit ses maracas, tandis que Percy se précipite vers lui à main nue, avant de lui asséner un coup de pied. Pell est surpris d'être repoussé, même avec son armure si lourde, mais peu importe le nombre de fois où Percy tente de le frapper, il ne parvient pas à percer cette protection, tandis qu'un seul coup de poing de Pell suffit à faire chuter Percy au sol. Pell tente de mettre fin au combat avec ses maracas, mais Percy esquive pour être finalement touché par la seconde attaque. À la grande surprise de Pell, cependant, Percy parvient à bloquer le coup et se décale pour asséner une nouvelle rafale de coups de poing en bon coup de poing. Mais c'est en vain, car Pell le saisit simplement par la tête et lui dit d'au moins utiliser un peu de magie s'il ne se sert pas d'armes. Percy répond alors qu'il n'a aucune magie, ce qui stupéfie Pell, qui ne peut croire que le fils d'Ironside n'en possède pas. Il perd rapidement tout intérêt pour le gamin et décide de mettre fin à cette farce en le frappant à plusieurs reprises. Soudain, cependant, quelque chose se produit dans le corps de Percy. Une immense vague d'énergie le traverse et repousse Pell au loin, tandis que Percy reste là, haletant, la magie débordant de son corps. Au lieu d'être heureux, Percy commence à paniquer, incapable de comprendre ce qui diable s'enroule autour de ses mains. Il se met à courir dans toute la zone, tentant désespérément de s'en débarrasser, tandis que Don hurle au petit idiot que c'est son propre pouvoir magique. Percy n'a jamais rien expérimenté de tel et est toujours effrayé. Il court vers Pell, lui demandant de lui retirer cela. Mais à l'instant où il touche Pell, le chevalier noir est projeté violemment au loin et s'écrase au sol, ce qui surprend énormément Percy. Don hurle de nouveau à Percy qu'il fait un excellent travail et qu'il devrait démolir ce chat avec ses pouvoirs magiques. Pell réalise qu'il va devoir, lui aussi, commencer à utiliser ses propres pouvoirs magiques et saisit ses maracas, tandis que Percy se prépare avec une excitation palpable pour le combat. Pell décide d'initier l'attaque et invoque une boule de feu, la projetant vers Percy, qui l'esquive de justesse. Mais avant même de pouvoir se retourner pour riposter, il réalise que Pell est capable de contrôler cette boule de feu. Pell continue de lui envoyer la boule de feu, sans relâche. Tandis que Percy ne peut que fuir et tenter de l'esquiver du mieux qu'il peut, Pell réalise qu'il ne pourra pas échapper à ses attaques indéfiniment et que, tôt ou tard, il finira par s'épuiser. Mais Percy a d'autres projets. Il se précipite aussitôt derrière Pell et cette fois, lorsque la boule de feu fonce vers lui, Percy la repousse violemment vers le sol, la transformant en une multitude de braises qui s'évanouissent. Pell le surprend avec son atout majeur. Les braises se rallument en une flamme ardente et dévorent entièrement Percy. Il intime à Percy de se rendre, sinon les flammes le consumeront jusqu'à le réduire en cendres. Mais à sa grande surprise, Percy parvient à adapter sa magie et crée une barrière protectrice pour son corps, le protégeant de la plupart des brûlures. C'était déjà en soi stupéfiant. Mais bientôt, Pell remarque une multitude de petits golems à l'effigie de Percy, l'encerclant et agrippant son corps, l'empêchant ainsi de bouger. Cela le contraint à dissiper sa magie de flamme, et à son choc le plus total, les blessures mises de Percy guérissent comme par magie, alors qu'il se relève pour poursuivre le combat. Pell comprend que Percy ne possède pas un seul type de magie,
mais peut en utiliser plusieurs simultanément, ce qui fait de lui une personne unique, dotée d'une magie de type héroïque. Il réalise alors qu'il n'y a aucun doute, Percy est l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Mais pendant qu'il était plongé dans ses pensées, Percy frappe son armure et le projette au loin, lui intimant de poursuivre le combat. Pell, cependant, révèle qu'il n'a même pas encore utilisé 10% de ses pouvoirs. Il fait exploser tous les petits golems qui l'entourent et se met à marcher vers Percy, prêt à le prendre enfin au sérieux. Percy croit encore avoir une chance, mais avant que Pell ne puisse lancer son attaque, Don intervient et utilise sa magie pour faire léviter Pell dans les airs, tout en hurlant à Percy de s'enfuir, car il n'a absolument aucune chance de vaincre ce monstre. Percy ne saisit toujours pas l'étendue de la force de Pell, mais le Chevalier Noir décide que la mesure est comble et projette tout le monde au loin, incendiant la moitié du village et blessant gravement Don et Percy. Il s'avance alors vers eux pour achever sa tâche, quand soudain, le renard, que Percy avait aperçu lors de sa première descente, s'interpose entre eux et utilise une perle magique pour les téléporter vers un endroit totalement différent. Don réalise qu'ils se trouvent au sommet des os de dragon, à une trentaine de miles du village. Cela inquiète de nouveau Percy, car il ne veut absolument pas que les villageois soient blessés. Il dit donc à Don qu'il doit absolument retourner au village. Mais à sa grande surprise, le renard se met à parler et dit à Percy de s'asseoir, car Pell ne fera très probablement rien, puisqu'il ne s'intéressait qu'à lui et laisserait le village en paix. Il leur dit qu'ils doivent le suivre s'ils veulent survivre, mais Percy affirme que Pell sait où se trouve son père et peut l'aider. Mais le renard réplique que Pell est un menteur, tout comme son père et les autres chevaliers sacrés. Il prévient Percy qu'il doit être extrêmement prudent, car Pell l'a à l'œil et ne trouvera pas le repos tant qu'il n'aura pas retrouvé Percy. Don ne comprend toujours pas pourquoi diable un chevalier sacré s'en prendrait à un garçon de 16 ans. Le renard prétend que les chevaliers sacrés servent un roi maléfique. Or, selon une prophétie récente, 4 héros, les chevaliers de l'Apocalypse, détruiront les chevaliers sacrés et mettront fin au règne du roi tyran. À cause de cette prophétie, ces chevaliers sacrés sont terrifiés et veulent débusquer et éradiquer le problème une bonne fois pour toutes. Percy demande qui sont ces 4 héros, mais le renard répond que personne ne le sait encore. Mais il pense en avoir trouvé au moins un. Don réalise soudain que le renard parle de Percy, car il est l'un des 4 chevaliers. Il explique à Percy que ces 4 chevaliers seront les incarnations de la famine, des fléaux, de la guerre et de la mort, et qu'ils provoqueront la fin de ce monde tout entier. Percy reste impassible et déclare simplement qu'il ne mettra pas fin au monde, quoi qu'il advienne. Mais le renard lui répond que ce n'est pas sous son contrôle, et que tôt ou tard, ils finiront par semer le chaos sur le monde entier. Percy rétorque que ces héros sont censés être des chevaliers, mais qu'il n'est même pas un apprenti, et encore moins un chevalier. Tout ce qu'il désire, c'est retrouver son père, lui botter les fesses, puis voyager à travers le monde pour admirer tous les paysages dont son grand-père lui a tant parlé. Le renard lui assure que la prophétie est vraie, à 100%, et que peu importe qu'il soit d'accord ou non. Mais pour l'instant, Percy doit l'accompagner. Percy refuse cependant, déclarant qu'il doit absolument retrouver son père, quoi qu'il en coûte. Alors le renard soupire et lui révèle qu'il sait bel et bien où se trouve son père. Ça attise la curiosité de Percy, qui demande où il pourrait le trouver. Le renard lui répond alors que son père et les autres chevaliers sacrés sont à Camelot. Ce mot en fait ne signifie pas grand chose pour Percy, mais Don, lui, semble un peu effrayé. Il demande au renard de quoi diable il parle, puisque Camelot a été détruite il y a plusieurs années, lors de la gigantesque bataille entre monstres et anges, forçant le roi Arthur à fuir et à se cacher avec les quelques chevaliers qui lui restaient. Le renard se retourne et lui assure que Camelot existe toujours, mais qu'ils devront emprunter un passage secret pour y pénétrer. Et cette aventure, elle commence par le royaume de Lyonie. Percy au début était un peu hésitant, mais quand il a entendu que le voyage les mènerait à travers de nombreuses zones mystérieuses, grouillant de démons et de monstres, il s'est immédiatement enthousiasmé et a accepté de partir. Don, lui, n'avait pas vraiment d'autres options, puisqu'il ne voulait absolument pas redevenir un artiste de cirque avec ses chats et Elva. Il accepte donc d'accompagner Percy également. Bientôt, ils redescendent vers le sol, et avant même de faire un pas, l'estomac de Percy commence déjà à gargouiller bruyamment. Il décide de chasser un peu de nourriture tout en marchant, et Percy sort joyeusement son arc et sa flèche. Mais comme Don n'était absolument pas d'humeur pour une nouvelle coupe de cheveux, il retire l'arc au petit Stormtrooper et lui dit d'aller plutôt se promener pour chercher des légumes. Percy, bien sûr, finit par s'ennuyer et pénètre dans une crique d'aspect bizarre, abritant une forêt tout aussi étrange. Pendant ce temps, Fox et Don tentent de chasser des lapins, mais même la précision de Don n'est pas des plus redoutables, loin de là. Et quand il essaie de viser un cerf, il finit par toucher accidentellement quelqu'un d'autre. Entendant le cri, lui et le renard se précipitent de l'autre côté de la colline pour s'assurer que la personne était indemne, seulement pour découvrir une nonne gigantesque, une géante au sens propre, qui priait la déesse de la terre. Don s'excuse immédiatement auprès de la géante, mais pour elle, la flèche n'a fait guère plus que la chatouiller un peu. Elle s'excuse donc à son tour, affirmant qu'elle a juste eu un petit coup de frayeur, c'est tout.
Soudain, deux petites fées masculines volent vers la géante, lui annonçant qu'un garçon à l'allure étrange vient tout juste de pénétrer dans la forêt interdite. Don réalise que ce garçon ne peut être que Percy, alors il décide d'aller enquêter, car selon les dires de la géante, la forêt est absolument remplie de créatures mortelles que même les hommes les plus braves refusent d'affronter. Pendant ce temps, Percy se promenait joyeusement à l'intérieur de la forêt, repoussant les monstres à gauche et à droite, les faisant fuir, tout en étant absolument ravi de découvrir un endroit si foisonnant d'animaux. Soudain, cependant, il entend un cri à l'aide, alors il se précipite immédiatement dans cette direction pour ne trouver qu'une petite maison au milieu d'une clairière. Il pousse la porte sans même frapper et découvre un garçon de son âge, à l'allure très stylée, debout devant une étrange créature entièrement ligotée par des cordes. La créature hurle à Percy de venir l'aider, car ce garçon est, selon elle, absolument maléfique. Alors, sans la moindre hésitation, Percy décide de se lancer à l'attaque, mais le garçon stylé esquive simplement Percy, le faisant percuter de plein fouet le poteau en bois et se blesser. Percy, cependant, ne semble pas avoir un cerveau qui puisse être affecté par les chocs à la tête. Alors il se relève simplement et brise les cordes, libérant la créature qui s'enfuit aussitôt par la fenêtre. Percy était absolument fasciné de voir une fée volante pour la toute première fois. Alors il commence à regarder dehors, quand le garçon stylé arrive discrètement derrière lui et l'assomme, affirmant qu'il va devoir devenir le nouveau sujet d'expérimentation dès à présent. De retour à l'extérieur, Don et les autres parviennent à trouver leur chemin en direction de la forêt interdite. Mais les fées, elles, semblent terrifiées et se demandent si cela vaut vraiment la peine d'y pénétrer maintenant, puisque Percy est très probablement déjà mort. Don est choqué par cette révélation et demande ce qu'il y a de si dangereux à l'intérieur. Les fées lui répondent alors que c'était autrefois un véritable havre de paix pour elle. Mais un jour, un jeune garçon très stylé, nommé Nas, est entré dans la forêt et a commencé à transformer les animaux en de terribles monstres. Depuis ce jour funeste, les forêts sont entièrement dominées par des monstres, tandis que les fées, elles, ont été brutalement chassées à l'extérieur. Fox affirme qu'il ne peut absolument rien laisser arriver à Percy, mais sinon il se retrouvera dans de très gros ennuis. Il se met à hurler pour que Nas se montre donc et lui rende ses vêtements, en particulier son casque et sa cape, car c'est son grand-père qui les lui a offerts. Nas lui dit de se détendre un peu, car ses vêtements sont déjà en lambeaux, complètement brûlés. Mais sa cape et son casque, eux, sont en sécurité, et il n'a absolument aucune intention de les voler, même s'ils sont imprégnés d'une magie extrêmement puissante. Percy lui-même est choqué par la puissance de ces objets magiques, mais avant qu'il ne puisse poser la moindre question, Nas arrive discrètement derrière lui et le drogue une fois de plus, le faisant s'évanouir complètement. Nas se retourne, certain qu'aucun homme ne serait capable de se réveiller avant au moins 24 longues heures. Mais à son immense surprise, Percy se réveille immédiatement, ses cheveux ayant considérablement poussé. Cela choque Nas, qui n'a jamais vu quelqu'un avec une telle capacité de récupération et d'adaptation, réagissant aussi rapidement et positivement à ses traitements. Il s'approche de Percy et commence à examiner ses cheveux, qui ont tant poussé, tandis que Percy lui crie qu'il ne pourra plus du tout porter son casque. Pendant ce temps, Don et les autres continuent de fuir, tentant d'échapper à tous les monstres qui grouillent à l'intérieur de la forêt. Mais heureusement, la jeune géante parvient à écraser les monstres au sol, les sauvant ainsi au tout dernier moment. De retour à l'intérieur de la maison, Nas se retourne pour mélanger d'autres potions, mais Percy décide qu'il s'ennuie terriblement. Il parvient alors à se libérer de ses cordes et à remettre ses vêtements, mais il ne peut absolument pas remettre son casque. Nas est surpris qu'il puisse briser ses liens avec une telle facilité et lui dit de se rasseoir tout en sortant 2 dagues magiques de son derrière. Percy lui répond qu'il ne peut absolument pas faire ça, car il doit impérativement retrouver son père et venger la mort de son grand-père. Mais sans perdre le moindre instant, Nas attaque Percy et tente de lui asséner un véritable barrage de coups et de coups de poignard, mais tous sont bloqués par Percy avec une vitesse absolument incroyable. Percy attrape l'une des dagues et dit à Nas de se calmer un peu, car il peut tout à fait l'aider. Mais cela enrage Nas encore davantage, et il se met à tenter de porter encore plus de coups à Percy, le repoussant jusqu'à ce qu'il trébuche et s'écroule au sol. Il explique à Percy qu'il a absolument besoin d'un sujet d'expérimentation pour tester ses drogues, car il ne peut pas les essayer sur lui-même. Il doit impérativement affiner ce remède, car il y a quelqu'un de très important à ses yeux qu'il se doit de sauver. Mais avant que Nas ne puisse faire le moindre geste, le casque de Percy s'envole de ses cheveux et frappe Nas en plein visage, le faisant tomber lourdement sur sa propre table de travail, brisant une multitude de flacons en verre. L'un d'eux, contenant une potion violette, s'envole vers l'autre bout, mais Percy le rattrape juste avant qu'il ne se brise. Nas se met immédiatement à supplier Percy de ne surtout rien faire à ce flacon et lui promet de ne plus jamais le toucher s'il ne fait rien à la fiole. Percy refuse de rendre le flacon, affirmant que Nas trouvera simplement quelqu'un d'autre et testera cette drogue sur eux. Alors Percy ouvre le bouchon et avale d'un trait la potion entière, comme s'il venait de décrocher le gros lot, ce qui le fait s'évanouir une fois de plus. Nas prend peur et se précipite immédiatement aux côtés de Percy, craignant qu'il ne soit mort. Mais il s'avère que Percy a juste trouvé le goût très amer et faisait simplement sa diva. La potion agit comme un véritable Red Bull pour lui, alors qu'il se met à courir dans toute la pièce, ressentant une incroyable poussée d'énergie traverser son corps. Il sort de la maison et se met à crier assez fort
pour que Don puisse entendre sa voix depuis l'autre bout de la forêt. Nas sort de la maison, tandis que Percy lui demande si la boisson énergisante fait bien son effet. Nas affirme que cela semble être un immense succès et qu'avec ça, il pourra enfin sauver la forêt interdite. Mais pour une raison absolument stupide, il décide d'avaler d'un trait le reste du Red Bull, ce qui le fait s'écrouler au sol. À ce moment précis, Don et les autres arrivent également sur les lieux, et les faits leur racontent qu'il y avait autrefois un homme nommé Ordo qui était venu dans cette forêt en quête d'ingrédients pour créer des remèdes. C'était un homme d'une grande gentillesse qui disait aux fées de venir le trouver pour être soigné. Elles l'ont donc accepté au sein de leur communauté, et ils ont commencé à vivre tous ensemble. Un jour, alors qu'il soignait une fée, d'autres fées lui ont parlé d'une géante égarée, nommée Dolores. Ordo a accueilli Dolores à bras ouverts, elle aussi, et depuis ce jour, la géante a également commencé à vivre dans la forêt. Un jour, alors qu'Ordo était à la recherche de certaines herbes, il finit par tomber sur un panier contenant un tout jeune bébé. Il nomme le bébé Nas, en hommage à son célèbre YouTube, Nas Daily. Ordo élève Nas comme son propre fils, lui enseignant absolument tout sur la médecine. Mais un jour, Ordo disparaît pour aller chercher du lait, tout comme mon père. Et lentement, Nas change, se mettant à faire d'étranges expériences avec ses connaissances. Finalement, Nas se réveille et affirme qu'il doit utiliser ce remède immédiatement, car la forêt se décompose à un rythme de plus en plus rapide. Mais les fées se mettent à lui jeter des pierres, lui disant de déguerpir. Percy intervient et attrape toutes les pierres avant de les renvoyer aux fées, leur criant que Nas était en train de créer un sérum pour sauver la forêt, et non pour lui nuire. C'est alors qu'une étrange brume pénètre dans la forêt et juste sous leurs yeux, les animaux commencent à mourir et les arbres se transforment en créatures monstrueuses. Nas réalise qu'il n'a plus du tout de temps. Alors il utilise sa magie spéciale de création de venin pour recréer le remède qu'il avait conçu et le répand partout dans la forêt. Juste sous leurs yeux, la forêt commence à se régénérer. Les animaux mourants sont guéris et les arbres se mettent à fleurir une fois de plus. Les fées réalisent enfin que Nas essayait en réalité de les sauver depuis le tout début et s'excusent sincèrement de leur erreur. Soudain, d'un canyon situé au-dessus de la colline, un étrange monstre émerge, mais Nas le reconnaît immédiatement. C'est Ordo. Il court vers lui, lui demandant ce qui a bien pu se passer, mais Dolores l'arrête, affirmant que quelque chose ne va absolument pas. Non, Sherlock. Soudain, Ordo libère la même brume de sa bouche, et immédiatement, la forêt se met à se décomposer une fois de plus. Cela fait réaliser à tout le monde que ce monstre est en fait la cause de tous les autres monstres de cette forêt. Nas bouscule la géante et se précipite à nouveau vers Ordo, lui criant d'arrêter et tentant désespérément d'attirer son attention. Mais Ordo est complètement perdu, et il se retourne avant de saisir Nas dans ses mains, resserrant sa prise et écrasant le garçon. Heureusement, Dolores attrape le bras d'Ordo, sauvant ainsi la vie de Nas. Mais sa propre vie est alors menacée, car Ordo se tourne vers elle et la foudroie de son haleine fétide, la brûlant entièrement sur tout le corps. Nas est horrifié de voir une telle scène, et il tourne immédiatement son attention vers Dolores, désormais à terre, tandis que Percy remarque la fée qu'il avait libérée de la maison de Nas, flottant juste au-dessus du monstre. Le renard remarque que la fée dégage une quantité considérable d'énergie maléfique, et qu'elle est sans aucun doute celle qui a transformé Ordo ainsi. Percy réalise alors ce qu'il a fait, ce qui le met en colère, tandis qu'Ordo se tourne vers Nas et se jette sur eux pour achever sa tâche. Mais Percy s'interpose, frappant Ordo en plein visage, le repoussant violemment. Il dit à Nas de ne pas s'inquiéter, car ils parviendront à récupérer Ordo, c'est certain. Mais avant toute chose, ils doivent briser le sortilège qui pèse sur lui. Le renard leur explique que cette étrange fée semble être la cause de tous leurs problèmes et qu'ils doivent absolument s'en débarrasser en premier. Mais avant qu'ils ne puissent lui faire le moindre geste, une flèche les frôle et frappe la fée en plein crâne, la tuant instantanément, ce qui fait également s'écrouler Ordo au sol. Le plus effrayant, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait en fait tiré cette flèche. Ils commencent à chercher d'où vient le danger, quand soudain, un chevalier sacré émerge dans les airs, flottant majestueusement au-dessus d'eux, dans son armure dorée. Il leur annonce que c'est lui qui a transformé Ordo en la bête qu'il est devenu, et évidemment Nas lui hurle de le ramener à son état normal. Le chevalier doré rit, disant à Nas que s'ils parviennent à lui porter un seul coup, il rendra Ordo à son état d'origine. Sans la moindre hésitation, Nas sort ses dagues magiques, tandis que Don lui dit de reculer, car il n'y a absolument aucun moyen qu'il puisse faire quoi que ce soit contre ce monstre. Mais Nas refuse catégoriquement. Percy se joint à eux, affirmant qu'il les aidera, même s'il ne semble pas encore capable de libérer son énergie magique. Nas décide de mener l'attaque, mais avant même qu'il ne puisse s'approcher du chevalier, celui-ci utilise sa magie, provoquant une gigantesque tempête de grêle juste au-dessus de Nas. Il aurait été écrasé sans l'intervention de Percy qui a utilisé sa vitesse absolument folle pour lui sauver la vie. Mais avant qu'il ne puisse reprendre le contrôle, Ordo se réveille et gifle violemment Nas, l'assommant sur le cou. Il était sur le point d'achever sa tâche, mais Percy arrête son coup de poing avec sa tête vide, repoussant Ordo, tout en essayant au même moment de toucher sa corde sensible et d'atteindre ce cœur profond où le véritable Ordo pourrait encore être en vie.
Son astuce fonctionne parfaitement car l'œil du monstre change, et il se met à verser des larmes à la vue de ce qu'il a infligé à son propre enfant. Le chevalier le remarque et décide de les anéantir tous ensemble. Il crée alors une tempête de grêle encore plus gigantesque qu'auparavant, qui les aurait tous écrasés. Mais Percy vient à nouveau à leur rescousse, sautant en l'air et se mettant à frapper les grêlons avec une vitesse absolument incroyable, démolissant tout sur son passage avant de retomber au sol, meurtri et contusionné. Il s'écroule au sol tandis que Don le rattrape, vérifiant ses blessures, quand soudain, le garçon se met à briller d'une lumière dorée qui explose en une décharge d'énergie magique. Même le chevalier doré est choqué par une telle quantité d'énergie magique émanant de manière si chaotique d'un si jeune garçon. Alors il décide d'en finir une bonne fois pour toutes, avant que quoi que ce soit ne tourne encore plus mal. Il utilise sa plus gigantesque tempête de grêle, mais à son immense surprise, la magie de Percy engloutit absolument tout et le renvoie directement sur le chevalier, le forçant à s'enfuir précipitamment. Au moment où il reprend enfin ses esprits, il trouve Percy debout, juste devant lui, confirmant leur accord, s'il lui porte un seul coup, le chevalier leur donnera toutes les informations qu'il désire. Cela met le chevalier en rage, et il tente de le frapper avec sa hache, mais Percy bloque l'attaque avec une facilité déconcertante, sans même verser une goutte de sueur. Le chevalier décide alors de prendre les choses très au sérieux, et lance un véritable barrage d'attaques, mais celles-ci n'ont absolument aucun effet sur Percy, qui reste là, parfaitement indemne, et affirme que c'est maintenant à son tour d'attaquer. Le chevalier le prend toujours à la légère, puisque Percy ne possède aucune arme, mais soudain, ce dernier crée une main gigantesque à partir de son aura magique, et frappe le chevalier de plein fouet, le projetant violemment dans la terre, tout en lui demandant pourquoi diable il a transformé Ordo en ce monstre. Le chevalier répond qu'Ordo commettait un crime dans le royaume du roi Arthur. Selon Arthur, les humains et les autres races ne peuvent absolument pas coexister, et il est impératif de les chasser. Or, Ordo soignait des créatures de n'importe quelle race, ce qui est un péché, alors il lui a ordonné d'arrêter immédiatement. Mais quand Ordo a catégoriquement refusé, il n'a eu d'autre choix que de le transformer en un monstre. Il parvient à se glisser hors de l'emprise de Percy tout détruire, et lui déclare qu'un jeune idiot comme lui ne pourra jamais comprendre les pensées d'un roi. Et sur ces mots, il utilise ses pouvoirs spéciaux pour faire s'abattre un gigantesque éclair qui frappe Percy de plein fouet à la tête. À son immense surprise, cependant, la magie de Percy engloutit l'éclair, et sur ce, Percy se précipite avec fureur vers le chevalier. Ce dernier esquive l'attaque, quand il réalise soudain que ce garçon pourrait très bien être le chevalier de l'Apocalypse, ce qui signifierait que s'il meurt ici, la prophétie de la fin du monde disparaîtrait également. Fox hurle à Percy que sa magie semble être directement connectée à son cerveau, ce qui signifie que s'il imagine une arme, il peut l'utiliser contre le chevalier sacré. Pendant ce temps, Don lui crie de ne surtout pas imaginer un arc. Le chevalier de son côté crée un oiseau monstrueux fait de foudre et de grêle, mais cet oiseau rappelle à Percy ce qu'il cuisinait avec son grand-père, alors il imagine la même épée et l'utilise pour le détruire complètement, sans laisser de traces. Après cela, il projette l'énergie directement sur le chevalier, le propulsant dans les rochers, avec une puissance suffisante pour briser la montagne, ce qui choque absolument tout le monde. Le renard dit à Percy de se calmer maintenant, car le chevalier est vaincu. Mais il s'avère que Percy ne sait pas vraiment comment arrêter son flux d'énergie magique. Le renard soupire, car ils vont devoir travailler énormément pour comprendre sa magie. Mais heureusement, la géante Dolores se réveille à nouveau. Il s'avère que Dolores a instinctivement utilisé la magie du métal lourd, propre au clan des géants, pour se protéger de cette haleine fétide. Et sur ces entrefaites, le renard trouve la baguette magique du chevalier et la brise, ce qui a pour effet de retransformer Ordo en un être humain. Nas se met à pleurer et ils se réjouissent tous ensemble avant de se faire leurs adieux. Percy et les autres retournent aux os de dragon, où Percy affirme que ses pensées initiales étaient simplement de retrouver son père et de lui donner une bonne correction. Mais maintenant qu'il a vu ce que les chevaliers sont capables de faire, il va aussi botter le cul du roi de Camelot, juste pour la forme. Le renard esquisse un sourire et approuve pleinement cette décision. Mais avant qu'ils ne puissent en reprendre leur périple, Nas arrive en courant vers eux, affirmant qu'il souhaite voyager avec eux afin de devenir un guérisseur encore plus talentueux qu'Ordo. Le renard affirme qu'un guérisseur serait absolument très utile lors d'un voyage aussi dangereux. Ils sont donc tous d'accord, et Nas rejoint la petite troupe. Quelques jours s'écoulent alors qu'ils progressent lentement en direction du royaume de Lyonie. Don essaie de chasser de la nourriture autant qu'il le peut, utilisant sa magie flottante pour attraper des poissons, tandis que Percy s'exerce à contrôler sa propre magie. Jusqu'à présent, il n'a pas été très efficace pour maîtriser le flux de son énergie, et le renard pense que Percy a, jusqu'à présent, utilisé sa magie en se basant purement sur ses émotions. Mais il devra l'apprendre correctement s'il veut avoir une chance de vaincre les chevaliers sacrés. Nas exprime quelques doutes quant à l'existence de Camelot, car, selon la légende, elle fut détruite il y a 16 ans, durant la grande guerre entre les races. Mais Percy croit le renard et leur dit à tous de garder espoir. Soudain, ils se souviennent de la perle magique que le renard avait utilisée pour les sauver, et demandent s'ils peuvent en utiliser une autre pour se rendre rapidement à Lyonie. Mais Fox leur répond qu'il n'a malheureusement plus aucune de ces perles magiques. Nas semble connaître ces perles magiques, qui furent créées par Merlin, le mage, l'un des 7 péchés capitaux.
Mais plus encore, il est particulièrement intéressé par un livre qu'elle possédait, traitant de tous les poisons du monde. Ils se remettent bientôt en marche et atteignent enfin la ville de Sista, qui ressemble à un magnifique petit hameau où l'on pourrait facilement installer un Airbnb et faire de très gros profits. Percy se met à courir pour chercher des opportunités quand il aperçoit soudain un monticule de terre fraîchement remué, empilé sur le bord de la route. Il creuse à peine quelques instants quand il découvre un petit fragment de ce qui semble être un objet antique. Mais avant qu'il ne puisse dire le moindre mot, une voix les interpelle par derrière, leur ordonnant de laisser tomber l'objet et de reculer immédiatement. Ils se retournent pour ne trouver qu'une jeune fille aux cheveux bleus, brandissant vers eux un fourreau qui ressemble étrangement à un parapluie. Don affirme qu'ils l'ont trouvé par pur hasard, mais la féministe aux cheveux bleus le fait taire, clamant que personne ne trouve simplement quelque chose d'enterré si profondément dans la terre. Quoi ? Percy a à peine creusé le sol pour le dénicher. Nas réalise qu'il semble avoir déjà vu cette fille auparavant. Mais avant qu'il ne puisse même prononcer un mot, elle dégaine une putain d'épée de cette abomination en forme de parapluie, ce qui met Don en rage, et il saisit également sa dague. Nas essaie de les arrêter, mais la féministe semble être bien plus douée au combat, car d'un seul coup de pied, elle fait tomber Don sur son derrière. Nas tente de désamorcer la situation, mais il ignore que les féministes ne suivent pas la logique, alors elle se met à l'attaquer, lui, à la place. Nas essaie de se défendre avec ses dagues, mais lui aussi est balayé au sol, tandis qu'il lui dit de se calmer, car ils ne sont absolument pas là pour se battre. Elle se tourne alors finalement vers Percy, lui disant de lui remettre l'objet s'il ne veut pas être blessé, et à son immense surprise, Percy le lui tend simplement. Cela la surprend, et elle affirme que c'est sûrement un piège qu'ils lui tendent, et qu'ils sont de mèche avec le chevalier sacré rouge. Il s'avère que ses yeux peuvent voir les mensonges, et le mal chez les autres. Alors elle les regarde tous, détecte un peu de mensonges chez Nas, et beaucoup chez Don. Mais quand elle se tourne vers Percy, elle est choquée de voir que ce garçon est d'une pureté absolue, comme on en voit rarement. Le renard dresse les oreilles, au nom du chevalier sacré, et demande de quel chevalier elle parle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une servante l'appelle, lui disant qu'elle doit retourner au manoir. Mais avant que la servante ne voie la pierre, elle la glisse dans le pantalon de Percy, lui disant de ne la donner à personne, surtout pas à un chevalier nommé Ironseed. Percy reconnaît aussitôt le nom de son père, mais avant qu'il ne puisse poser de questions, la jeune fille s'enfuit. À la tombée de la nuit, Percy et le groupe prennent une chambre pour la nuit et regardent s'installer le coucher de soleil. En se demandant quelle serait leur prochaine étape, Nas se souvient que la jeune fille s'appelle Anne, et qu'elle est la fille du seigneur de cette ville. Le renard répond que même lui a entendu ce nom, mais que c'est la première fois qu'il la voit réellement. Percy, lui, ne semble pas vraiment intéressé par tout ça, et affirme qu'il doit la retrouver pour en savoir plus sur l'endroit où se trouve son père. Le renard lui dit de se calmer, car il n'a aucun plan, et à son niveau actuel, il ne pourrait jamais vaincre Ironseed, même en 1 million d'années. Il affirme qu'ils doivent comprendre pourquoi il est exactement après cette pierre. Il s'avère qu'ils ont eu de la chance, car Ironseed revient en ville, la nuit, et rassemble tous les citoyens dans la cour de la maison du Seigneur pour une annonce. Les gens n'ont pas vraiment vu beaucoup de chevaliers sacrés dans leur vie, ils sont donc émerveillés, tandis que Percy et le groupe se cachent sur les toits, observant tout se dérouler. Dès que Percy a vu Ironside, il a voulu se précipiter pour se battre. Mais le renard a arrêté le petit idiot avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, lui disant qu'il n'était pas assez fort pour combattre et qu'il devait savoir ce qui se passait bon sang. Ironseed commence à s'adresser aux gens et affirme qu'il est là pour les avertir d'une calamité qui pourrait détruire toute leur ville. Sur ce, il pose sa mallette et l'ouvre, et ce qu'il voit à l'intérieur effraie terriblement le renard. Les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est ce seau de pierre, mais le renard affirme que c'est un dispositif magique spécial avec lequel le clan des déesses a scellé le clan des démons. Mais pendant le processus, elles ont toutes dû se sacrifier, provoquant l'extinction du clan des déesses pendant que les démons étaient scellés. Le renard pense qu'Ironseed veut utiliser le sceau une fois de plus, mais cette fois, il prévoit de sacrifier tous les habitants de la ville. Percy veut immédiatement se précipiter et combattre Ironseed pour protéger les innocents, mais le renard l'arrête, affirmant qu'ils ont encore la dernière pièce. Et tant qu'ils l'ont, Ironseed ne peut rien faire. De plus, se battre ici causerait la mort de beaucoup d'innocents. Il est donc préférable pour eux de se faire discret pour l'instant. Tous les habitants de la ville semblent émerveillés par le chevalier sacré et ses prédictions, car le chevalier affirme que les 4 chevaliers de l'Apocalypse vont venir et causer la destruction de ce monde entier. Et avant qu'ils ne puissent faire cela, leur incroyable roi Arthur veut les empêcher d'atteindre cet objectif. Mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit d'autre, Anne fait irruption dans la cour, disant à tout le monde de ne pas écouter un mot de ce que dit ce chevalier menteur. Son père, le seigneur, est choqué et effrayé, craignant la colère du chevalier sacré face à cette insulte, mais Anne ne s'arrête pas. Son père lui dit de retourner à la cuisine pour leur faire un sandwich, mais Ironside lui dit de ne pas être si misogyne.
Mais Anne continue de le traiter de menteur, affirmant qu'elle a des pouvoirs magiques spéciaux qui lui permettent de voir à travers les menteurs. Cela attire l'attention du Chevalier Rouge et il s'approche d'elle, lui saisissant le bras, affirmant qu'elle a besoin d'être disciplinée, tandis que son père tente d'arrêter le chevalier, disant qu'il la grondera plus tard. Le renard saute immédiatement du toit, disant aux autres qu'ils devraient prendre et partir pendant qu'ils se disputent, mais Percy saute dans la cour, disant à Ironside de laisser la fille. Le Chevalier Rouge est choqué de voir le garçon encore en vie car il le croyait mort. Mais Percy ne perd pas de temps et court vers le chevalier, utilisant ses golems magiques pour obstruer sa vision, tandis qu'il attrape la fille et s'enfuit dans une ruelle. Ironside les suit immédiatement et utilise sa fente magique contre eux, mais Percy les sauve juste au dernier moment. Mais l'explosion fait tomber une énorme tour, causant beaucoup de dégâts. Ils courent tous vers leur hôtel où la dernière pièce du sceau est cachée. Mais juste au moment où ils atteignent l'entrée, ils aperçoivent la servante d'Anne sortir avec la tablette à la main. Et elle se transforme alors en un étrange monstre démoniaque juste sous leurs yeux. Le renard réalise que ce doit être le familier d'Ironside alors qu'il s'envole vers la cour, tandis que le renard dit à tout le monde qu'ils n'ont maintenant que deux choix. Soit essayer de détruire le sceau, soit prendre l'une des tablettes et s'enfuir, sinon chaque personne de cette ville mourra. Ils décident tous évidemment de se battre et courent vers la cour, tandis qu'Ironside commence le rituel avec le sceau maintenant complet, prêt pour le sacrifice de sang. Ironside commence à chanter les incantations qui activent le sceau et l'obscurité en son sein commence à s'échapper. Une masse d'obscurité commence à se répandre partout dans la ville, s'infiltrant dans la pierre et faisant surgir des monstres partout. Percy et le groupe entendent les habitants crier de peur, ce qui arrête Anne net, car elle veut aller les aider. Mais Percy lui dit qu'il fait entièrement confiance au renard et qu'ils devraient simplement faire ce qu'il a suggéré et faire de leur mieux pour arrêter Ironside. Anne lui dit de ne pas faire autant confiance au renard, car elle sait pertinemment qu'il cache quelque chose, ses super pouvoirs pouvant voir l'obscurité en lui. Percy, cependant, ne s'en soucie pas vraiment, et lui dit qu'il fait entièrement confiance au renard, et Nas répond qu'il fera confiance au renard si Percy lui fait confiance. Sur ce, Anne n'a d'autre choix que de suivre leur plan. Mais en chemin, ils aperçoivent soudain le père d'Anne, le seigneur de la ville, étendu contre un mur, blessé et en sang. Anne a peur que son père soit mort, mais Nas le vérifie rapidement et lui dit qu'il est juste assommé. Sur ce, ils tournent leur attention vers Ironside qui est occupé par le rituel, et sans même se retourner, il leur dit de rester à l'écart pour la nuit, car il fait quelque chose d'important. Percy, évidemment, s'en fiche complètement, et lui dit d'aller se trouver une vie, ce qui énerve Ironside, et sans se retourner, il leur montre juste un aperçu de son véritable pouvoir. Cela seul a suffi à terrifier tout le monde, leur corps refusant de bouger. Mais Percy est fait différemment. Alors il se précipite vers le Chevalier Rouge et utilise sa main magique géante pour tenter de frapper Ironside. Mais le chevalier est bien plus fort que lui et utilise facilement sa magie pour trancher l'attaque de Percy sans sourciller. Percy décide d'essayer une autre ruse et envoie ses golems magiques vers le sceau. Mais l'énergie de l'artefact magique est trop forte et elle désintègre complètement les golems instantanément. Sur ce, Ironside utilise à nouveau sa propre magie qui fend la terre, manquant de peu Percy et son groupe. Mais cela a suffi à les effrayer. Don commence à se demander s'il ne serait pas préférable de simplement s'enfuir, car ce n'est pas leur problème à gérer pour l'instant, et ils devraient plutôt se concentrer sur l'ensemble de la situation. Il refuse de laisser les habitants bloqués et attendant la mort. Don craque finalement, et décide qu'il n'est pas fait pour ça, alors il commence à s'enfuir. Pendant ce temps, Percy dit aux autres d'essayer de clouer le chevalier au sol pendant qu'il détruit le sceau. Mais Ironside n'est pas stupide, et lui et Percy tirent leurs épées. Percy utilise sa lame magique pour tenter de lancer un barrage de coups, mais Ironside est beaucoup plus rapide et parvient à parer chaque attaque qui lui arrive. Cela repousse Percy et finalement Ironside tranche net l'épée magique de Percy avant d'essayer de mettre fin au jeu sur le champ avec un coup fatal. Mais Anne arrive à la rescousse avec sa rapière et bloque l'attaque qui aurait signifié la fin pour Percy. Elle demande à Ironside comment il peut être si cruel, ayant d'abord tué son propre père, et maintenant il essaie de tuer son propre fils. Ironside affirme qu'il n'a pas l'habitude d'entendre des féministes babiller à ses oreilles, alors il la repousse. Mais Anne persiste et tente de l'attaquer, mais c'est inutile, car il parvient à parer chaque coup. Anne est repoussée, mais pense qu'elle pourrait avoir une chance. Mais Ironside essaie de briser sa volonté en lui montrant qu'il a réussi à couper ses vêtements à plusieurs endroits, ce qui signifie qu'il aurait pu la tuer quand il le voulait. Anne n'a pas peur, et elle retire ses vêtements déchirés pour nous montrer ses atouts massifs. Ironside était sur une lancée, et il n'allait pas se laisser déstabiliser par une stupide féministe,
Mais avant qu'il ne puisse passer à l'offensive, il commence soudainement à se sentir engourdi et son épée tombe au sol. Il s'avère que Nas a réussi à utiliser sa magie pour imprégner l'épée d'Anne d'un venin paralysant, assez puissant pour tuer un géant. Cela met Ironseed vraiment en colère, et il se retourne finalement et leur jette des paillettes comme s'il était un fan de Barbie. Mais le père d'Anne réalise qu'il connaît l'attaque, alors il saute rapidement, protégeant sa fille, tandis que les paillettes explosent, blessant tout le monde. Quand la poussière retombe, il s'avère que Percy a utilisé ses golems magiques pour protéger les autres de l'attaque, ils l'ont donc survécu. Mais Ironside a profité de ce moment pour rattraper Percy. Anne vient immédiatement à sa défense, mais Ironside repousse son épée, la forçant à reculer. Après cela, il jette Percy au sol alors qu'il essaie d'utiliser sa magie pour briser le seau et lui enfonce son épée dans la main, le faisant hurler de douleur. Anne s'enrage et se précipite à nouveau vers Ironseed, mais Ironseed lui hurle de rester à sa place, si elle ne veut pas se faire déchiqueter. Cela la terrifie, et elle s'arrête net, tandis qu'Ironseed pose ses bottes sur le visage de Percy, le frappant jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ses golems magiques essaient de soigner rapidement ses blessures, mais Ironseed les piétine agressivement avant de réaliser qu'il ne peut pas laisser ce garçon grandir, car cela créerait beaucoup de problèmes. Alors il prend son épée et la plonge profondément dans le cœur de Percy, tandis que la vie s'échappe de ses yeux. Sur ce, Ironseed se retourne vers le seau pour achever le rituel, tandis que Nas court vers le corps de Percy et le traîne loin d'Ironseed, essayant de lui donner la potion qu'il a créée. Percy ne répond pas, ce qui le fait perdre espoir, mais Anne le pousse de côté et essaie de lui donner la potion personnellement. Mais cela ne fait toujours rien. Alors qu'ils étaient sur le point de céder complètement au désespoir, soudain une petite quantité d'énergie magique se ravive dans le corps de Percy. Cela surprend vraiment Ironside, car il était sûr de la mort de Percy, mais il décide de les achever pour de bon et utilise son attaque de fente sur eux. À sa surprise, Nas protège Percy avec son propre corps, alors Ironside l'attaque à nouveau, mais Nas ne bouge pas. Cela donne de la confiance à Anne et elle décide de passer à l'offensive pour essayer de gagner du temps pour Percy. Mais Ironseed ne plaisante plus, car il commence à essayer de blesser réellement la jeune fille cette fois-ci. Anne pousse de toutes ses forces, tandis qu'Ironseed lui fait une coupe de cheveux sans aucune raison. Tous leurs efforts portent leurs fruits lorsque Percy commence enfin à déborder d'énergie magique à nouveau, alors que les petits golems magiques entourent complètement tout le monde dans la zone, les guérissant. C'est alors que Don revient aussi, affirmant qu'il ne peut pas laisser Percy derrière, tandis qu'Ironside réalise que Percy est bien trop dangereux pour être laissé en vie, et qu'il doit être tué pour de bon. Il essaie d'utiliser une attaque très puissante sur le garçon, mais Percy parvient à repousser tout le monde en sécurité alors qu'il flotte dans les airs, disant à Ironside que tant qu'il lui restera ne serait-ce qu'une once de force dans son corps, il continuera à se battre pour sauver les innocents. Soudain, des explosions commencent à se produire dans la ville, alors qu'un monstre après l'autre commence à mourir à cause d'un attaquant mystérieux qui porte un tas de petites dagues. Le familier d'Ironseed lui fait son rapport, affirmant que la plupart des monstres sont déjà morts à cause de cet attaquant mystérieux. Cela fait réaliser à Ironside qu'il a perdu cette bataille et qu'il ne peut plus rien faire. Il laisse tomber son épée, affirmant qu'il est fier de Percy d'être devenu un garçon si fort et qu'il sera bientôt exécuté pour avoir échoué à sa tâche. Percy est surpris par ce changement soudain, tandis qu'Ironside continue de parler, demandant à Percy de s'approcher de lui, afin qu'il puisse le voir une dernière fois avant d'affronter sa mort. Percy aurait pu écouter cette dernière requête, mais Anne lui hurle d'arrêter, affirmant qu'elle voit clair en Ironseed et qu'il n'y a pas le moindre soupçon de remords en lui. Elle affirme qu'il sait qu'il a perdu, alors il essaie maintenant de simplement tuer Percy. Cela met Ironseed en rage au plus haut point et il commence à leur lancer une série de tranches d'air magiques en succession rapide. Percy réagit rapidement et s'écarte avec les autres, tandis qu'Ironside remplit le ciel d'étoiles. Percy fonce vers Ironside et fait semblant d'être un avion bombardier avant d'essayer de lancer une attaque, mais Ironseed l'anticipe et les repousse. Percy fonce à nouveau, faisant semblant d'attaquer de front, mais Don utilise sa magie pour faire flotter le seau des ténèbres et Percy change de direction au dernier moment, tranchant le seau, le brisant en plusieurs morceaux, tandis que Don parvient à récupérer la poignée de l'épée brisée pour que le seau ne puisse plus être utilisé. L'attaque fait aussi fendre l'armure d'Ironseed en deux, révélant son visage, ce qui l'énerve au plus haut point, car il leur dit qu'ils ne quitteront pas cet endroit vivant. Mais avant qu'ils ne puissent attaquer à nouveau, un autre chevalier sacré nommé Mort apparaît à ses côtés et lui dit qu'ils doivent partir. Ironseed ne semble pas d'humeur, mais Mort affirme que quelqu'un a vaincu tous les grands démons de la ville,
ce qui signifie qu'ils sont soit l'un des légendaires 7 péchés capitaux, soit quelqu'un d'aussi fort. Ironseed réalise qu'ils doivent partir, alors ils disparaissent dans l'obscurité, tandis que les autres poussent un soupir de soulagement. Tous ont réalisé qu'ils n'étaient pas de taille face à Ironseed et qu'ils avaient juste eu de la chance de s'en sortir vivants. Finalement, le renard revient, affirmant que c'est l'un de ses amis qui a sauvé la ville, mais il reste évasif et refuse de révéler son identité. Le lendemain matin, ils se préparent tous à partir quand Anne sort, habillée comme un garçon manqué, disant à son père qu'elle veut aussi partir à l'aventure. Et à sa surprise, son père n'essaie pas de l'arrêter. En fait, il lui dit d'y aller et de devenir une incroyable chevalière sacrée. Sur ce, Anne devient le nouveau membre du groupe, impatiente de vivre les aventures qui les attendent. Leur voyage commence lentement alors qu'ils avancent rapidement et décident de traverser la ville de Kant, connue pour être une sortie légèrement plus sûre. En chemin, Don se souvient de l'époque où un chevalier sacré nommé Hauser entraînait à la fois lui et un autre étudiant nommé Eld aux arts d'être un chevalier sacré. Hauser était le frère aîné de sa mère et l'a pris sous son aile quand il a commencé à s'entraîner. Mais même si tout allait bien, Don n'en pouvait plus et a fini par s'enfuir. Au moment où ils entrent dans Kent, il est déjà midi, alors ils décident d'explorer un peu les lieux. Nas va vérifier l'armurerie pour des fioles en verre et part chercher des provisions pour leurs aventures. Percy trouve un ring de combat de sumo souterrain, tandis que le renard se met en colère contre tout le monde pour avoir traîné avant de planifier leur journée afin qu'ils puissent rapidement se diriger vers Lioni. Ils entrent bientôt dans une auberge où ils négocient des chambres qui coûtent 22 pièces d'argent. Mais comme le renard avait donné tout l'argent à Anne pour qu'elle le garde, ils ont dû attendre. Quand Anne revient enfin, elle arrive avec un énorme sac de choses, y compris des gourdes, des lanternes, des tapis et d'autres objets stupides dont ils n'auront jamais besoin. Le renard est agacé par cela, mais pense qu'elle a peut-être tout eu pour un très bon prix. Mais quand elle lui dit qu'il ne lui reste que 3 pièces d'argent, le renard devient vraiment furieux, car il lui a donné 15 pièces d'or de Gotham, ce qui est suffisant pour acheter une maison entièrement meublée. Anne essaie de se défendre, mais le renard lui dit de tout rendre, sinon ils n'auront pas d'endroit où passer la nuit. Sur ce, Anne se détourne avec colère et souffle à Percy de ramener le sac au magasin pour le rendre, tandis que le renard s'éloigne pour se calmer. Don et Nas décident aussi de profiter de ce temps libre pour prendre un bon verre, alors ils entrent dans une taverne et commandent pour des boissons. Mais avant qu'ils ne puissent profiter de quoi que ce soit, un grand homme blond ivre s'approche d'eux et boit leur alcool. Don était sur le point de se mettre en colère, mais son visage devient blanc quand il réalise que cet homme n'est autre que son oncle, le chevalier sacré Hauser de Lioni. Hauser reconnaît aussi Don et commence à le rabaisser, lui disant qu'il n'est plus qu'un monstre de cirque et que sa mère doit pleurer au ciel, dégoûtée à la vue de son fils faiblard, qui a fui l'entraînement. Pendant qu'ils étaient à la taverne, Percy et Anne ont fini par aller au ring de sumo, où Anne a tout misé sur Percy. Et cela a payé car Percy a vaincu chaque homme sur le ring, gagnant une énorme somme d'argent. De retour à la taverne, Hauser, Nas et Don sont assis à la même table quand Don essaie de s'excuser, mais la poignée de l'épée qu'il tient tombe au sol. Hauser la reconnaît immédiatement et la saisit, demandant à Don où il l'a volée. Don essaie de se défendre, affirmant qu'il n'a rien volé, mais Hauser n'écoute pas, lui demandant s'il sait même ce que c'est. Don lui donne une réponse stupide, disant que ce n'est qu'un morceau d'un vieil artefact. Cela met Hauser en colère, et il gifle Don si fort qu'il s'écrase contre les tables derrière lui. Hauser lui crie de prendre les choses au sérieux, car ce morceau d'épée a le pouvoir de détruire facilement tout Lioni. Il dit à Don qu'il n'était pas fait pour être un chevalier sacré, et qu'il est un raté, qui ne fera jamais rien de sa vie. Nas se précipite à la défense de Don, reprochant à Hauser son comportement dégoûtant en déclenchant une bagarre d'ivrogne. C'est alors qu'Anne et Percy entrent aussi dans la pièce, tandis que Don s'enfuit dehors, les larmes aux yeux. Percy est confus, tandis que Hauser s'approche d'eux et arrache le sac de pièces des mains d'Anne, affirmant que les enfants ne devraient pas jouer. Anne essaie de le lui reprendre, mais Nas l'arrête avant de dire à Hauser de rendre immédiatement la poignée de l'épée et le sac de pièces. Hauser demande s'il veut se battre, mais Nas a simplement affirmé qu'il pouvait tout décider avec un simple jeu à boire. Hauser, bien sûr, accepte et ils commencent à boire. Quand Nas réalise que quelque chose ne va pas dans cette ville, soudain Percy et Anne tombent tous deux au sol, l'air complètement ivre, tandis que les gens autour d'eux sortent leurs armes. Soudain, la porte s'ouvre et un homme aux cheveux argentés entre dans la pièce, demandant à Hauser ce qu'il fait bon sang ici. Hauser reconnaît immédiatement Ed, qui était l'autre étudiant, en dehors de Don. Mais Ed a mal tourné et est devenu un bandit. Hauser se tourne avec colère vers Ed et lui demande si c'est lui qui a volé et tué des gens traversant ces zones ces derniers mois,
et Ed finit par confirmer qu'il est le roi des bandits de cette région. Les acolytes d'Ed commencent à encercler Hauser et Nas, ce qui effraie le jeune homme sapé. Mais ce n'est pas le premier coup d'essai de Hauser. Alors il frappe la table de ses mains et se lève avec un sourire, prêt à en découdre. Nas ressent l'immense force rayonnante à travers la nuit sacrée, ce qui effraie les acolytes d'Ed. Mais avant même que le combat ne puisse commencer, Hauser s'effondre au sol, ivre-mort. Ed se moque de lui, affirmant qu'il sait exactement combien Hauser peut boire avant de s'évanouir, alors il a attendu le moment parfait. Nas sait qu'il est en infériorité numérique, ce qui signifie qu'une confrontation directe n'a aucun sens. Alors il leur demande ce qu'ils vont faire de lui et de ses amis. L'un des acolytes sourit d'un air narquois, remarquant qu'ils vont voler tout l'argent et les objets de valeur, puis les vendre tous comme esclaves. Nas décide que ces idiots sont assez maléfiques pour qu'ils puissent utiliser des potions non testées. Il crée une petite boule de venin et la dissipe lentement dans l'air, ce qui assomme facilement chaque ennemi présent dans la pièce, mais Ed n'est pas si bête, et il utilise sa main pour se couvrir le nez, ce qui le sauve. Nas ne pense pas qu'Ed seul représente une menace, alors il se retourne, affirmant qu'il va emmener ses amis. Mais dès qu'il se retourne, Ed attire son attention pour montrer qu'il a attrapé Percy. Cela choque Nas car Percy était au sol il y a une seconde. Mais au moment où il se retourne pour voir, il réalise qu'Ed lui jouait un tour en apercevant Percy dormant à sa place. Mais il est trop tard, car Ed l'assomme d'un coup au cou. Au bas de la colline, Donnie se tient debout et pense aux paroles de Hauser, réalisant qu'il n'avait pas tort, et que sa mère est probablement dégoûtée de voir comment son fils a grandi. Mais avant qu'il ne puisse s'en remettre, il aperçoit Ed venir vers lui. Don s'y attendait pas du tout et demande s'il a voyagé avec Hauser tout ce temps. Mais Ed répond qu'il a rompu ses liens avec Hauser et a renoncé au rêve de devenir un chevalier sacré. Don est choqué par cela, car Ed était vraiment bon et a toujours voulu devenir un chevalier sacré. Mais Ed lui dit que tout est un gâchis et l'invite plutôt à devenir un partenaire de crime où il détrousse tout voyageur qui croise leur chemin. Don décide de s'éclipser et dit à Ed qu'il va retrouver ses amis, mais Ed pose une main sur son épaule, disant à Don qu'il a capturé tous ses amis et qu'il devrait les oublier et le rejoindre en tant que bandit à la place. Cela met Don en colère, alors il repousse les mains d'Ed, le prévenant de les libérer immédiatement. De retour à la taverne, les acolytes d'Ed se réveillent enfin et poussent tout le monde dans une cellule de prison avant de leur prendre tout leur argent. Ils finissent par jeter la poignée de l'épée magique, car ils pensaient que ce n'était qu'une épée cassée. Nas essaie de comprendre la situation, pensant que Don doit maintenant avoir réalisé que quelque chose ne va pas. Hauser interrompt cependant ses pensées en disant à Nas de ne pas se faire d'illusions, car Don est un grand perdant et un plus grand lâche qui ne pense qu'à lui-même et à rien d'autre. Juste quand tout espoir semblait perdu, le barman entre dans le donjon et ouvre les portes de leur cellule, affirmant qu'il n'est évidemment pas avec Ed ou ses bandits. Nas utilise sa magie pour extraire l'alcool de Percy et Anne, qui reprennent enfin leurs esprits, et Anne commence immédiatement à exiger pourquoi diable Hauser est avec eux. Percy n'attend pas non plus de réponse, mais reprend là où il s'était arrêté en donnant un coup de tête dans l'estomac de Hauser, pour avoir giflé Don, faisant s'effondrer Hauser. Nas leur dit d'arrêter, car Hauser est un chevalier sacré du royaume de Lyonie. Le barman leur dit de faire très attention à Ed, car il a réussi à apprivoiser un dragon qu'il utilise pour menacer tout le monde, car il peut raser toute la ville quand il veut. Selon le barman, Ed a commencé à venir régulièrement à sa taverne, et il était toujours boudeur et de mauvaise humeur. Mais lentement, il a commencé à créer un gang et à engager chaque criminel de la ville. Quand le barman a demandé une fois à ses gens pourquoi ils suivaient un si jeune chef, il a répondu qu'Ed a du cran, en plus de la force, ce qu'il a prouvé en allant seul dans l'antre de l'ancien dragon et en volant son œuf, avec lequel il a réussi à soumettre le dragon. Nas trouve cependant une faille dans cette théorie. Il affirme que l'œuf peut éclore à tout moment, donc il ne peut pas continuer à l'utiliser pour contrôler le dragon éternellement. Le barman affirme qu'il a raison, et c'est pourquoi Ed a caché le véritable œuf ailleurs. Nas est confus, mais Hauser explique que la magie d'imitation est la spécialité d'Ed, et soudain la rencontre de Nas où il a vu Ed tenir le corps de Percy prenait tout son sens, puisque ce n'était qu'un mirage. Le barman supplie Hauser de sauver son ancien élève, mais Hauser affirme qu'il s'en fiche complètement si le dragon mange Ed tout de suite. Le barman sait que Hauser ne pense pas vraiment cela au fond de lui, mais il était peut-être déjà trop tard, car certains membres du gang en ont eu marre de la façon dont Ed gérait les choses, puisqu'il ne les laissait jamais s'amuser avec les prisonniers, ne les laissait jamais tuer de chevaliers, et il ne les laissait jamais blesser quiconque ils attrapaient. À cause de cela, une mutinerie éclate, et 3 des bandits frappent Ed à la tête avec une pierre, le faisant tomber au sol,
pendant qu'ils s'emparent de l'œuf pour eux-mêmes. Ed se remet lentement du choc initial et leur crie de rendre l'œuf. Mais le dragon apparaît dans le ciel en colère, ce qui effraie les bandits, et il lâche l'œuf, ce qui fait disparaître le mirage. Cela met le dragon en rage, et il décide de commencer à tout casser avec son animation de chien. Toute la ville commence à fuir, sachant que toute la cité va être détruite à ce rythme. Ed essaie de trouver un moyen de gérer le dragon, mais le dragon est trop fort, et il ne peut vraiment rien faire. De retour à l'intérieur de la prison, ils se demandent quoi faire face à ce problème quand ils entendent un grognement venant du mur. Soudain, le barman se souvient de quelque chose et ouvre une porte secrète qui révèle un bébé dragon enchaîné à l'intérieur, l'air très faible. Ils se précipitent tous vers lui, réalisant que l'œuf avait déjà éclos et Nas décide de soigner le dragon, pendant que Percy et Anne essaient de trouver Don. Tout en esquivant les débris qui tombent, ils trouvent enfin Don et Ed accrochés à un tas de poutres en bois, alors Percy leur dit de sauter. Don fait entièrement confiance à Percy, alors il saute, mais Ed hésite, le faisant se retrouver pris dans l'explosion du dragon. Pour lui, Percy utilise sa magie pour les sauver, et absorbe la flamme avant de la renvoyer vers le dragon, ce qui ne fait absolument aucun dégât. Le dragon commence une contre-attaque forçant Percy à esquiver et zigzaguer dans les airs afin d'échapper au dragon enragé. Mais peu importe ses efforts, il ne semble pas pouvoir prendre le dessus sur la bête. Il essaie d'utiliser sa main géante pour gifler le dragon, mais il reçoit une gifle en retour, ce qui fait dissiper sa magie. Ils retombent tous au sol, pendant que le dragon commence à se diriger vers eux une fois de plus. Percy essaie immédiatement d'envoyer ses mini-golems attaquer, mais ils ne font absolument aucun dégât au corps dur et écailleux du lézard volant, qui se jette de nouveau sur le groupe et essaie de les empaler à mort. Heureusement, ils réussissent tous à s'échapper, pendant qu'Ed utilise une imitation de Percy pour distraire le dragon. Il monte sur le cheval d'Anne et commence à courir aussi vite que possible, mais le cheval idiot finit par trébucher sur une pierre et projette tout le groupe au sol. Don demande à Percy quelles sont les chances qu'il gagne le combat contre ce dragon, mais à sa surprise, Percy sourit et affirme qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il gagne. Cela effraie terriblement Don, qui saute immédiatement sur le cheval tombé, l'exhortant à courir, mais Anne lui dit de descendre car ils doivent s'échapper rapidement. Ils commencent tous à courir à pied, quand soudain, ils sentent une très forte rafale de vent venir vers eux. Ils s'arrêtent net en apercevant Hauser marcher vers eux, sans peur et totalement concentré. Ed essaie de lui dire de s'enfuir, mais le chevalier sacré leur dit à tous de se taire et de s'écarter. Ils sont surpris par sa confiance alors qu'ils se demandent quel pourrait être son plan. Mais Don, qui a vu Hauser en action, semble confiant en ses capacités. Hauser sort sa lance et commence à marcher droit vers le dragon, qui utilise immédiatement son souffle de flamme sur lui, mais Hauser ne bronche même pas, et crée simplement une tornade, ce qui annule complètement l'attaque du dragon. Maintenant c'est sa chance, alors il utilise une autre attaque de lame de vent, qui frappe le dragon en plein visage, le projetant au loin. Le dragon n'a pas encore fini cependant, et il se relève une fois de plus et essaie de frapper Hauser, mais il esquive élégamment dans les airs avant de tourner sur lui-même et d'utiliser son attaque de cyclone la plus dangereuse, qui crée des vents assez forts pour arracher le dragon du sol et le projeter sur le côté, l'assommant. Tout le monde présent est sous le choc, tandis que Don sourit, leur disant que Hauser est l'un des chevaliers sacrés Hog, de l'ancienne Myonesse qui a aussi combattu dans la guerre contre les démons il y a 16 ans. Ils courent tous vers Hauser, le remerciant de leur avoir sauvé la vie. Tandis que Percy semble débordé d'excitation en sautant vers le chevalier, le suppliant de tout lui apprendre afin qu'il puisse devenir un chevalier sacré aussi. Hauser semble un peu timide face à cette attention soudaine quand il remarque qu'Ed essaie de s'enfuir. Il lui ordonne de s'arrêter, demandant s'il va simplement partir après avoir causé tant de dégâts à cette ville, mais Ed n'a pas vraiment de bonne réponse. Pour cela, il reçoit un coup de poing au visage qui le projette au sol. Il crache du sang, disant à Hauser de l'arrêter, s'il veut, puisqu'il ne vaudra jamais rien de toute façon. Hauser lui dit qu'Ed n'aurait jamais dû quitter l'entraînement, mais il se plaint qu'il n'a jamais été assez bon pour même porter un coup effleurant à Hauser. Cela fait réfléchir Hauser à ses méthodes d'entraînement et à la façon dont il voulait créer les meilleurs chevaliers sacrés. Alors il était un peu trop dur et un peu trop sévère, ce qui a brisé les pauvres garçons de la pire façon possible. Il surprend ensuite Ed, en s'excusant auprès de lui de ne pas avoir été un meilleur mentor et professeur, avant de lui dire qu'ils vont refaire tout l'entraînement et s'assurer qu'Ed le termine 7 fois, et devienne l'un des meilleurs chevaliers du royaume. Ed fond en larmes à cette opportunité et remercie Hauser du fond du cœur. Pendant ce temps, Nas arrive avec le bébé dragon, qui va près de sa mère, seulement pour découvrir qu'heureusement, le dragon est toujours vivant et en bonne santé. Nas demande si ce dragon attaquera la ville à nouveau, mais Hauser le rassure, affirmant que le dragon a simplement attaqué,
parce que son bébé lui avait été arraché. Maintenant que la famille est réunie, le dragon retournera à sa tanière pour ne plus jamais être revu. Ozer semble avoir reconnu le renard et demande s'il a envoyé un mot au roi de Léonis concernant le fait qu'il a trouvé l'un des chevaliers légendaires de l'Apocalypse. Le renard affirme qu'il n'a pas encore envoyé de mot, mais réalise que c'est peut-être le bon moment pour informer le roi. Le renard s'éloigne derrière des rochers, et soudain, une flèche violette brillante traverse le ciel à une vitesse incroyable directement vers le royaume de Lyon, où le roi la regarde éclater dans le ciel, l'informant qu'un des chevaliers a été trouvé. Le roi sourit et attend avec impatience l'arrivée de Percy, tandis que Percy et le groupe continuent leur voyage vers Lyon, prêts à affronter tout ce qui se trouve sur leur chemin, mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.